Le mont Saint-Michel est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Victor Hugo. « 2000 ans d'histoire. Tout a commencé il y a 1300 ans, le 16 octobre 708. Ce jour-là, selon la légende, l'évêque d'Avranches, Aubert, aurait vu apparaître l'archange Saint-Michel qui lui demandait de construire un sanctuaire sur un mont de 80 mètres de haut, perdu en plein milieu de la baie, le mont Tombe. Aubert y fit donc venir les premiers moines d'une abbaye qui en quelques siècles allait devenir célèbre. Lieu de prière et de pèlerinage, le mont Saint-Michel fut aussi une forteresse et même une prison. Mais si aujourd'hui il ne reste plus rien de l'ancienne abbaye de l'évêque d'Avranches, sur laquelle a été construit un des plus beaux lieux de culte du monde, si on n'y trouve plus de prisonniers, et s'il ne reste plus qu'une dizaine de moines au mont Saint-Michel, avec plus de 3 millions de touristes par an, il est devenu le site le plus visité de France après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Le musée avec les personnages de cire, l'histoire des sables mouvants, du Guesclin, ses nombreux combats, musée spectacle, une visite qui dure 20 minutes. Alors, venez visiter le musée du Mont-Saint-Michel avec les cachots, les prisons, les oubliettes, le périscope et les figures de cire. La visite dure 20 minutes, elle va commencer de suite. Les cachots, les prisons, les oubliettes, la cage en fer de Louis XI et le périscope. Attendez. C'est allemand? Oui, ils sont 10, 15, 20, 25. Ja, bitte schön. Un billet de musée, 1000 ans d'histoire. Avancez pour la visite du musée historique. Gérard Dalmas, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, à l'occasion du 1300e anniversaire du Mont Saint-Michel, vous venez d'écrire son histoire dans un beau livre, publié aux éditions du Patrimoine. Une histoire commencée il n'y a pas 1000 ans, mais 1300 ans, et même plus, à l'époque, vous le rappelez, où le Mont Saint-Michel s'appelait le Mont Tombe. Et alors, ce qui frappe dans le mont, avant même qu'on y ait construit quoi que ce soit au-dessus, c'est le mont lui-même. Le premier miracle, dites-vous, c'est son existence. Oui, c'est un miracle géologique déjà, puisque le mont, en fait, est une trace hercynienne. Donc le mont date environ de 540 millions d'années, si on peut dire un chiffre précis d'ailleurs. On trouve cette trace dans les monts Appalaches aux États-Unis. C'est cette immense chaîne et qui traversait donc ce qui un jour sera l'océan. Et puis donc cette érosion énorme qui a eu lieu à cette époque a laminé absolument toute la surface, mais a laissé des traces comme le mont Saint-Michel, qui s'appellera mont Saint-Michel, et puis aussi le Tomblaine qui est pas loin, et aussi le mont Dol. Il s'appelait le Mont Tombe avant d'être le Mont Saint-Michel. Pourquoi Mont Tombe? Et c'est tout simple, c'est parce que Tombe vient de Tumulus, de Tumba, c'est-à-dire l'éminence, tout simplement. Donc c'est amusant, parce que le Mont Tombe, en fait, ça fait de dire tombe, quoi. Hein, c'est amusant. C'est une simple survivance qui n'a pas duré très longtemps, puisque Saint-Michel est arrivé, vous le disiez, avec l'évêque d'Avranches. Oui, alors ça, bon, c'est un autre miracle, hein. C'est la date historique, en tout cas légendaire, affirmée par les de moines, la naissance du mont, avec cet archange Saint-Michel qui apparaît à l'évêque d'Avranches. D'ailleurs, qu'il y a une marque de doigt sur son crâne. Ah, bah c'est plus que ça. C'est un trou. Parce qu'en fait, il y a eu 3 apparitions, et c'est dans un songe, paraît-il. Enfin, ça a été écrit un bon siècle et demi après, par un des moines célèbres, moine copistes du Mont-Saint-Michel. Vous savez que les manuscrits du Mont-Saint-Michel sont célèbres. On les voit d'ailleurs à Avranches, dans un musée spécialisé, le scriptorial. Et donc, un moine a écrit cette histoire. En 708, effectivement, il y a eu 3 apparitions dans un songe. Le Saint-Michel, donc l'archange, a appuyé son doigt fortement sur la tête de l'évêque d'Avranches, qui était sans doute sceptique, et qui lui a dit « Tu me construis mon sanctuaire au sommet de cette espèce de pyramide qui est au sommet, là, pas très loin, là, dans la baie. » Voilà. Et c'est ce que va faire l'évêque d'Avranches, donc Gérard Dalmas, vous le rappelez. Il y amène des premiers moines qui viennent du
du continent. Et puis, il y construit une abbaye qui a assez vite disparu, dont on a perdu un peu la trace, quand le Mont Saint-Michel est devenu normand. Alors ça, c'est une polémique incroyable, hein, d'ailleurs, sur les limites de la Bretagne et de la Normandie. Est-ce que le Mont Saint-Michel est normand ou est-ce qu'il est breton? Ah, c'est la célèbre histoire du Couesnon. Oui. Le Couesnon, sa folie, mit le Mont Saint-Michel en Normandie. Ça date d'ailleurs à peu près de la guerre de 100 ans. Alors, en fait, maintenant le Mont Saint-Michel sera partagé entre la Bretagne et la Normandie, puisque les travaux, mais on en parlera tout à l'heure, vont répartir le Couesnon de part et d'autre. Bon, alors le Couesnon qui est la rivière qui se jette justement dans la baie. Un des fleuves côtiers, il y en a plusieurs. Hein, c'est le principal. Le Mont Saint-Michel, si vous voulez, n'est pas normand d'origine, en effet. Plus exactement, il n'appartient pas au duc de Normandie. Et il deviendra, si vous voulez, les moines et notamment les abbés sont très vite des gens puissants. Et le mont lui-même, évidemment, est stratégique. Donc les ducs de Normandie s'emparent très très vite du lieu, et notamment Guillaume le Conquérant. Alors ils vont y construire justement au-dessus de la première abbaye de Aubert, ils vont construire une abbaye romane. Il faut rappeler quand même que c'est une prouesse, cette abbaye d'ailleurs qui est presque aussi grande que celle qu'on voit aujourd'hui, c'est une prouesse. Le mont est petit, il fait 900 mètres environ de circonférence. Oui. C'est du granit au-dessus duquel il faut construire une abbaye monumentale. Alors, au départ, si vous voulez, il y avait quand même quelques ermites. Et l'évêque d'Avranches, donc Aubert, a imposé l'arrivée d'un certain nombre de chanoines, qui d'ailleurs, après, seront remplacés par des moines bénédictins. Et effectivement, le sommet est très pointu. Hein. C'est carrément une pyramide de granit, vous le disiez. Donc, il faut la planir. Et on réussit entre, disons, environ en moins de 20 ans, on va dire une vingtaine d'années, de 1020 environ à 1080, donc 50 ans de travaux réels en ce qui concerne la construction, à faire une église abbatiale au sommet de ce rocher qui est absolument incroyable. C'est 25 mètres sur 80 mètres aplani, sans doute d'une manière extrêmement lente d'ailleurs, avec des outils rudimentaires. Et avec du granit qu'on fait venir des îles Chausey. Alors ça, c'est pour la construction. Les îles Chausey appartenaient aux moines, n'est-ce pas? Elles sont à 30-40 kilomètres. Oui, parce qu'ils sont riches, ces moines. Ils s'enrichissent très vite parce que ça devient un lieu de pèlerinage très réputé au Moyen-Âge, presque aussi important que Saint-Jacques de Compostelle. Absolument, absolument. Aussi important. D'ailleurs, on peut dire que le mot insigne est né par les enseignes à Saint-Michel. Les bibelotiers ont fait naître le mot bibelot, etc., etc. Mais avant d'en arriver aux pèlerins, qui arrivent par dizaines de milliers, c'est parfois jusqu'à 20 000 par an. On a aussi quand même un fort rendement, si vous voulez, par des territoires qui appartiennent aux abbayes. Il y a eu 51 abbayes, et ils ont des propriétés qui vont de la Cornouaille en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, si vous voulez, jusqu'à l'embouchure de la Loire. C'est énorme. Les ports, des pêcheries, des églises, des évêchés, des exploitations de la tangue, le sable local, enfin, énormément de choses. Alors, autre tournant, Gérard Dalmas, vous le rappelez, dans l'histoire du Mont-Saint-Michel, c'est quand Philippe Auguste, après l'avoir ravagé, s'en empare, après au début du XIIIe siècle, oui. Et puis alors, un peu pétri de remords, il va la faire reconstruire, l'abbaye que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle la Merveille, qui, sur 3 niveaux, reproduit les 3 ordres de la Société du Moyen-Âge. Nicolas Simonet, administrateur de l'abbaye, dans l'émission Des Racines et des Ailes, diffusée sur France 3 le 19 novembre dernier. C'est en fait 2 bâtiments accolés qui ont chacun 3 niveaux. Là, ce que nous voyons pour l'instant, c'est le bâtiment côté est, celui dans lequel il y a 3 salles à manger superposées. En bas, l'aumônerie, dans laquelle on accueillait les pèlerins pauvres. Au-dessus, les grandes fenêtres avec des lancettes, l'hôtellerie, la pièce dans laquelle on accueillait les amis et parents d'amis du monastère. Et au sommet, tout en haut, sous les arcs de décharge, le réfectoire des moines. Autrement dit, tout en haut, on a la salle à manger du clergé, en dessous celle de la noblesse, et en bas celle de ce qu'on appellera plus tard le tiers-état. C'est un bâtiment qui exprime la civilisation de son temps et la société de son temps. Est-ce que c'est une volonté des constructeurs? Personne ne peut le dire, mais ça exprime ce qu'ils avaient à l'intérieur de la tête.
Alors ce qu'ils avaient dans la tête, c'était évidemment la société de leur époque dans ce qu'on appelle le dernier des bâtiments importants, en tout cas construits sur le Mont-Saint-Michel, celui que l'on voit aujourd'hui, la merveille. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la merveille, Gérard Delmas? Parce que c'est beau, tout simplement, non? Oui, c'est une merveille, c'est sûr. Et d'ailleurs, le Mont-Saint-Michel lui-même a pris le surnom de merveille dans son ensemble. Pourquoi? Parce que cet immense bâtiment de 50 mètres de haut qui est posé sur le rocher, qui est d'une technique extraordinaire, qui est donc en granit des îles Chausey, les milliers, les dizaines de milliers de pèlerins qui arrivaient à pied, ne l'oublions pas, qui venaient en général de Genève sur la côte du Cotentin, le port qui est maintenant ensablé d'ailleurs, qui passaient à Tomblaine, où d'ailleurs ils étaient parfois rançonnés par les Anglais. Qui est à côté du mont. Oui, à 3 kilomètres. Ils étaient parfois rançonnés par les Anglais au passage. Donc, quand ils arrivaient en bas, par la face nord, en quelque sorte, ils étaient émerveillés par ce bâtiment, qui est une sorte de gratte-ciel pour l'époque, n'est-ce pas? Il se dresse, même maintenant, c'est impressionnant. Et puis alors donc avec ces 3 étages, en bas on a entendu des pèlerins pauvres, dans l'aumônerie et le cellier. Au-dessus il y avait donc la salle des hôtes de marque, c'était pas n'importe qui. Les rois ont défilé. Les rois Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel, Louis XI, 3 fois. Oui. Il a même fait d'ailleurs un ordre de Saint-Michel. Oui, mais qui n'est pas né là, contrairement à la légende. Et puis alors au dernier étage, donc la partie réservée aux moines, le réfectoire, le cloître, et puis au même niveau que le cloître, eh bien la terrasse en haut de laquelle Tiphaine attendait son mari du Guesclin, tout en contemplant les étoiles. Alexandre Hérault sur France Culture le 1er juin 1998. C'est tout à fait magique d'arriver ici, sur la terrasse de l'Ouest, la nuit, évidemment, parce que on découvre le ciel, en fait. Dans la journée, ce qui fascine, c'est l'horizon, l'immensité, avec le balai des nuages. Et puis la nuit, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus que les étoiles. Et quand on vit dans le village, les étoiles, on les voit peu. On a toujours les pignons des maisons médiévales. On a toujours cette impression un peu oppressante. Mais là, sur la terrasse, la nuit, il n'y a plus rien. Le ciel est au-dessus de nous, et puis brillant, au milieu des étoiles, la statue de Saint-Michel, l'archange. Et Dame Tiphaine qui nous attend dans votre maison du Mont-Saint-Michel. Mais que regardes-tu sur ces grèves? Rien. Elles sont vides comme ma vie. Une vie que j'ai passée à l'attendre, à le regretter, à l'attendre encore. Et c'était Tiphaine attendant son mari du Guesclin au Mont-Saint-Michel, c'était pendant la guerre de 100 ans, au cours de laquelle, d'ailleurs, grâce à ses fortifications, le Mont-Saint-Michel s'est illustré, Gérard Delmas. C'est même été une des seules parties de la France, du nord-ouest de la France, que les Anglais n'ont jamais pu conquérir. Absolument. Alors qu'ils étaient à Tomblaine à 3 kilomètres, presque à portée d'arbalète, si je puis dire. Ils ont pris le Tomblaine 2 fois, et sans jamais pouvoir prendre le mont. Et là, on peut dire que le nationalisme est même, d'une certaine manière, le nationalisme avec Charles VII surtout, est né là. Le sens de la nation. Le sens de la nation est né là, par la résistance aux Godons, n'est-ce pas? Aux Godons, sans doute, à cause de God, my God. Les Godons, les Anglais maudits, et qui n'ont jamais pu prendre. Et ils ont, d'ailleurs, il y a une trace des Anglais, qui est en bas, qui est derrière la porte de l'avancée, la première porte d'entrée, qui en a qu'une d'ailleurs. Il y a les 2 Michelettes, les énormes bombardes que les Anglais, sans doute pressés par la marée, parce qu'il fallait transporter ces bombardes en fonte qui sont d'un poids énorme, de plusieurs dizaines, plusieurs tonnes, ils ont laissé presque à l'entrée, alors qu'ils étaient en train de prendre le mont en 1434. Le siège a été très long. Il fallait quand même de quoi se nourrir, de quoi boire aussi, Gérard Delmas. Oui, alors justement, les Anglais ont fait le blocus du mont pendant très longtemps, et seuls les corsaires malouins, n'est-ce pas, Saint-Malo n'est pas très loin, sont parvenus à briser le blocus avec leurs petites barcasses. Ils sont arrivés à briser le blocus et à alimenter le mont en 1425. Effectivement, le mont a été fortifié largement pendant la guerre de 100 ans, qui a duré pas 100 ans, mais bien plus, environ 115, avec des trêves. Non, parce qu'il y avait plein de trêves. Il y avait des trêves. Oui, enfin, c'était quand même des accrochages, notamment ceux provoqués par du Guesclin, qui a flanqué des pilets énormes aux Anglais. Et donc, effectivement, le mont Saint-Michel a été largement fortifié, notamment par l'abbé Robert Jolivet. Il y a eu 51 abbés au Mont. Le plus célèbre, c'est Robert de Torigny. Mais Robert Jolivet est très connu parce que il a d'abord magnifiquement fortifié le Mont pendant la guerre de 100 ans, en prévision à la fin d'une trêve, donc celle qui achevait
la présence anglaise à Tomblaine. Et alors après, si vous voulez, il a pensé que Charles VI, qui avait abandonné la France par le traité de Troyes en 1420, avait raison, et que l'anglais devenait définitivement le maître de la France. Donc l'abbé Robert Jolivet, qui avait fortifié le Mont magnifiquement, est passé du côté anglais. Il a essayé pour les Anglais pour Henri V, de prendre le Mont, mais il n'y est pas parvenu parce qu'il avait trop bien fortifié le Mont. Et de dépit, en quelque sorte, il a accepté de siéger au procès de Jeanne d'Arc. Robert Jolivet fait partie de ceux qui ont condamné Jeanne d'Arc. Mais il n'était pas le seul abbé de Normandie. Jeanne d'Arc, entre parenthèses, qui avait reçu ces révélations, elle aussi, entre autres, de l'archange Saint-Michel. En effet, Saint-Michel m'a demandé de délivrer la France, etc. Oui. Saint-Michel, donc symbole au fond de la résistance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Louis XI a créé cet ordre de Saint-Michel, qui était un ordre important sous l'Ancien Régime. Il s'est aperçu aussi de l'intérêt du Mont-Saint-Michel comme prison aussi. Voilà, justement. Donc, un monastère, une église, un lieu de pèlerinage, une forteresse et une prison. Ça, c'est peut-être le rôle le moins connu, le plus déplaisant qu'ait pu jouer le Mont-Saint-Michel. À partir de Louis XI, les cages de fer de Louis XI sont arrivées, si je puis dire, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Oui. Les fillettes. Oui, une fillette, en fait. Il y a une fillette. On en voit d'ailleurs une reproduction à Loches actuellement. C'est une cage de bois dans laquelle le personnage pouvait à peine se tenir debout. C'est abominable. C'est une torture vraiment affreuse, barbare. Mais là, il faut dire quand même un petit mot, Patrick, du fait que le rôle de prison a commencé déjà de la guerre de 100 ans et que même les oubliettes ont servi à des moines qui étaient un peu réticents, qui étaient pêcheurs en quelque sorte. Et puis alors ça a continué, ça a continué. Bien après Louis XI, François Ier enfermait qui bon lui semblait, des gens qui devenaient fous, qui sont restés des années au Mont-Saint-Michel. Ça c'est plutôt Louis XV, surtout Louis XIV, Louis XV, des fils de famille, des ennemis politiques, un peu de tout. C'est la Bastille des Mers, on l'appelle la Bastille des Mers. Alors après, il y a eu Oui, alors on aurait pu abattre la Bastille des Mers comme les révolutionnaires ont abattu celle de Paris. Mais on a préféré la garder. Mais alors ils l'ont gardée. Et alors du coup, qui va-t-on voir arriver en prison au Mont-Saint-Michel, les prêtres réfractaires envoyés par la Révolution. Et c'est d'autant plus drôle, et enfin tristement drôle, que le Mont-Saint-Michel devient le Mont Libre. Or, le Mont Libre devient prison. Et ne vient qu'une prison, puisque les moines sont chassés, n'est-ce pas, vu les textes. Et ça a continué après la Révolution, sous la monarchie, notamment la monarchie de Juillet, l'Empire, la monarchie, on a envoyé des 14 000 célèbres prisonniers aussi, Blanqui, Barbès, qui ont été envoyés là-bas. Les éternels évadés, enfin tout au moins ils étaient le candidat à l'évasion. Et alors, ce rôle de prison, eh bien, il disparaît avec Napoléon III. Il y aura donc plus de condamnés en prison au Mont-Saint-Michel. Et puis, les pèlerins ont été remplacés depuis par des touristes qui ne venaient pas au Mont-Saint-Michel ou qui ne viennent pas au Mont-Saint-Michel seulement pour y voir la merveille, mais aussi pour y manger la célèbre omelette de la mère Poulard. La visite au Mont-Saint-Michel, il est encore possible de faire le tour, messieurs, dames, les personnes qui veulent visiter. Le musée, le spectacle, on peut encore, maritime, archéoscope, visite historique. Les personnes qui veulent faire le tour, la visite s'organise à l'intérieur. Les gens connaissent beaucoup plus la mère Poulard, je pense, que l'abbaye, à la limite. Le Mont-Saint-Michel, la mère Poulard. Quand on est enfant, les batteurs, ça, c'est quelque chose de magique pour un enfant. Ce tempo, toute cette ambiance qu'il y a à l'entrée, les gens... Les batteurs, vous voulez dire les omeletiers. Les omeletiers. Michel. Et une mode de beurre, être chef cuisinier chez la mère Poulard, c'est une vocation. Oui, si on peut dire. C'est pas vous non plus qui allez livrer le secret de l'omelette. Et non. Alors évidemment, on ne donne pas la recette de la mère Poulard, la mère Poulard qui a disparu depuis longtemps, mais enfin qui est une figure avec son restaurant et son hôtel, une figure du Mont-Saint-Michel, qui trouve une nouvelle vocation à partir de la fin du 19e siècle, c'est le tourisme. J'ai les chiffres sous les yeux, vous les mentionnez, 10 000 touristes en 1860, 100 000 en 1910, 3 millions aujourd'hui, 300 fois plus qu'il y a un siècle, et tout ça pour à peine une centaine d'habitants aujourd'hui. Oui. Charles Delmas. Oh oui, à peine une centaine, parce que selon les critères de l'INSEE, c'est même moins, ça doit être autour de 50-60, en fait, ceux qui vivent réellement sur le mont. Et il faut dire, pour parler de la mère Poulard, qu'elle était venue avec l'architecte, le premier architecte restaurateur, Édouard Corroyer. Donc, si vous voulez, on le sait pas beaucoup. Alors, justement, s'ils viennent, c'est pour voir
un mont qui est restauré. D'abord, il a tout le temps été en construction, toujours, mais disons que la merveille, qui est l'essentiel, elle est restée telle que pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais alors, constamment restauré. Le mont, à la fin du 19e siècle, devient donc un monument historique, aujourd'hui au patrimoine de l'humanité, ce qui est quand même depuis 1979. Et ça, grâce donc à ces restaurateurs. Alors, celui qui était, si j'ai bien compris, le père, c'est ça, de la mère Poulard Non, c'était l'architecte, le premier architecte restaurateur, Édouard Corrier. Voilà. Il est arrivé justement au moment où on construisait la fameuse route digue. C'était une catastrophe pour le monde. Alors, il était contre, lui, parce que cette fameuse digue, c'est justement pour faire venir les touristes, pour... Et je crois que la population était contre, bien sûr, son hostilité. C'est pour ça qu'il a été remplacé. Il y en a un autre qui est très important, c'est Victor Petitgrand. Oui. Alors Victor Petitgrand était lui aussi... C'était le successeur de Corrier. Oui, absolument. C'est le successeur de Corrier. Et tous les deux, d'ailleurs, sont des adeptes de Viollet-le-Duc, sont des anciens élèves de Viollet-le-Duc. Ils ont les mêmes idées que Viollet-le-Duc, c'est-à-dire qu'ils se font une idée du Moyen-Âge et ils reconstituent, ou ils le retapent, entre guillemets, à la manière dont ils voient le Moyen-Âge. Donc ça donne des interprétations, n'est-ce pas, avec parfois des divagations. Bon, on les accepte maintenant, parce que Viollet-le-Duc a rendu des services immenses au monument français. Et Victor Petitgrand, donc, vous le disiez, a construit, donc successeur de Corrier, a construit la flèche, qui maintenant est sommitale, n'est-ce pas, de la ville. 32 mètres de haut, oui, avec l'archange au sommet. Et l'archange, uniquement en 1897, il est tout récent, l'archange. La même date que la flèche. La même date que la flèche, fin du 19e siècle. Oui. L'archange en or, en cuivre en fait. Oui, enfin bon, c'est du doré, mais c'est du solide, parce que ça pèse quand même près de 500 kilos quand même. Alors donc tous les travaux, tous les architectes du Mont s'occupent surtout de restauration. On a redécouvert la crypte de Notre-Dame sous terre, c'est-à-dire celle de l'abbé Aubert, il n'y a pas très longtemps. Alors l'abbé Aubert a voulu prendre pour modèle lorsque l'archange lui a pointé l'index impératif sur le crâne. On nous voit la trace sur ce crâne qui est à l'église Saint-Gervais d'Avranches. On voit le crâne avec le trou. Bon, on ne sait pas si c'est Aubert d'ailleurs. Donc il a voulu construire tout de suite quelque chose qui ressemblait à la fameuse grotte dédiée à Saint-Michel dans le sud de l'Italie, à Monte Gargano. Et donc, comme il n'y a pas de grotte possible au sommet du rocher qui était pointu à l'époque, ils ont construit une espèce de simili-grotte, une reproduction un peu. Et donc on pense que la Notre-Dame sous terre, actuellement sous terre, puisqu'elle était à l'époque à l'air, évidemment, était aérienne. Notre-Dame sous terre, cette trace de pierre appareillée au fond de la chapelle Notre-Dame sous terre, et là donc un témoignage de cette fameuse simili-grotte initiale. Alors ces architectes donc peuvent retrouver comme ça les vestiges du Mont Saint-Michel il y a 1300 ans, ils peuvent le restaurer, mais ils ne peuvent rien contre la nature qui a fait que depuis longtemps le Mont Saint-Michel n'est plus une île, sauf pendant les très grandes marées. France Inter, Christophe Ondelat, le 10 mars 1997. Sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique avait lieu aujourd'hui la dernière grande marée du XXe siècle, coefficient 119, avec un best, le Mont Saint-Michel, transformé l'espace d'une marée en île. Reportage d'Armel Joubert-Desouches. Lorsque la Grande Bleue a doucement caressé les remparts de la vieille citadelle, jusqu'à doucement l'étreindre comme des mains géantes, la merveille a alors dévoilé ses trésors. Le mont, enfin, redevenait une île. Je suis venu au Mont Saint-Michel pour voir la grande marée du siècle. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Bon, on a vu la marée arriver progressivement et ensuite à vitesse grand V, c'est unique. L'eau n'est pas montée aussi haut qu'en 1918, bien sûr, mais elle a tout de même pénétré par la porte de l'avancée. Et puis, elle est redescendue, aussi vite qu'elle était montée, à la vitesse d'un cheval au galop, laissant ainsi une baie vierge sur plus de 3 km. Du haut de ses 170 mètres, la statue d'or du mont, l'archange Saint-Michel, ne troquerait, c'est sûr, pour rien au monde, sa place au sommet de l'abbaye. Et cela pour y voir arriver la mer uniquement pendant les très grandes marées, c'était en 97. On appelle ça les vives eaux d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle va aussi vite, est-ce que l'eau va aussi vite qu'un cheval au galop, comme l'a entendu? C'est une légende sympathique qui a été lancée par un des militants, et Dieu sait si on était nombreux au 19e siècle, ils ont sauvé le monde, grâce les grands romantiques, à commencer par Victor Hugo. Maupassant, à la fin du 19e, est venu aussi à son tour. Il était normand en plus, bon. Donc c'est lui qui a lancé l'histoire du cheval au galop. C'est vrai que parfois
parfois, dans le tracé des petits fleuves côtiers, ça va plus vite. C'est vrai que quand le terrain est très plat, elle monte plus vite. Mais en réalité, comme disait quelqu'un local qui m'a beaucoup fait sourire, ça va à la vitesse du cheval de Duguesclin, du percheron de Duguesclin, quand Duguesclin était dessus. Donc environ 5 à 7 km à l'heure pour établir une moyenne. Donc c'est pas du tout un cheval au galop. Oui, mais alors c'est dangereux, par exemple, si on peut s'enliser les sables mouvants du Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est une légende, ça? Alors non, c'est pas du tout une légende. Et ça reste quelque chose de dangereux. Il y a 4 dangers dans la baie et qui demeurent. D'où la cloche d'ailleurs qui sonne pour le brouillard. La foudre, le mont a brûlé 12 fois, notamment à cause de la foudre. La foudre, l'hélice, je vais vous en parler. La marée qui monte. Bon, le gâteau, elle surprend sur les bancs. Et puis alors l'hélice. Donc, alors l'hélice, si vous voulez, c'est le problème de ce sable qu'on appelle le sable du Mont-Saint-Michel. En réalité, c'est pas du sable. C'est une espèce de farine qui mélange la vase avec une farine coquillère. Il y a des milliards de coques qui sont transformées en farine. Et ces lises sont des trous dont la surface est parfaite, semble sèche, et de tang, puisque c'est un mot, la tang, le mot local, pour le sable. En fait, c'est un mot des Vikings d'origine. Et la tang est un endroit extrêmement dangereux parce que, si vous voulez, les lises, on ne voit pas qu'il y a un trou d'eau de vase. Et d'ailleurs, je vais vous citer, si vous le permettez, la description faite par Victor Hugo, qui était sans doute le plus grand défenseur du Mont, qui raconte comment un homme s'enlise. C'est terrible. C'est une tragédie en quelques mots. Le misérable essaye de s'asseoir, de se coucher, de ramper. Tous les mouvements qu'il fait l'enterrent. Il se redresse, il s'enfonce, il se sent engloutir. Il hurle, il implore, désespère. Le voilà dans le sable jusqu'au ventre. Le sable atteint la poitrine. Il n'est plus qu'un buste. Il élève les mains, crispe ses ongles sur la grève, veut se retenir à cette cendre, s'appuie sur les coudes pour s'arracher à cette gaine molle, sanglote frénétiquement, le sable monte. Le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou, la face seule est visible maintenant, la bouche crie, le sable l'emplit, silence, sinistre effacement d'un homme. Je ne sais pas, vous allez dissuader les touristes en nous disant... Non, parce qu'il faut un guide. Mais, alors, il faut un guide, il y a beaucoup de touristes. Oui. Alors, il y a une digue, vous l'avez parlé. Oui. Est-ce que c'est cette digue qui est responsable du fait que le Mont-Saint-Michel n'est plus une île? C'est l'ensablement de toute la baie, c'est pas simplement... C'est un des grands responsables. C'est un des grands responsables parce qu'il, si vous voulez, depuis la fonte de la dernière glaciation, c'est-à-dire environ moins 10 000 à moins 12 000, moins 8 000 pour les dernières traces, le mont qui était largement en terre est devenu une île. Maintenant, il va redevenir une île, mais plus tard. Bon. Et donc, le sable, si vous voulez, monte d'1 millimètre par an. Donc, il y a 5 à 7 à 12 à 15 mètres de sable. Et donc, là, si vous voulez, la digue qui relie le continent sur 2 km 2 au mont, si vous voulez, permet au sable de s'entasser sur les côtés. D'où les travaux pharaoniques qui sont commencés à peine en 2006, simplement. Près, oui. Alors, il y a 2 projets. Un barrage sur le Couesnon, pour qui permettra il est en cours d'achèvement, d'ailleurs. Oui. Et puis également le fait qu'on ferait de cette digue, on la couperait, et on en ferait une passerelle. Pour rétablir les courants autour du mont. Et rétablir le Couesnon, qui passera donc désormais des deux côtés. Le principe est très simple de ce barrage. Il retient l'eau à la marée haute, n'est-ce pas, avec l'eau du Couesnon. Et à la marée basse, il fait des lâchers. Et peu à peu, le sable sera ainsi évacué tout doucement. Et en 2020-2025, on peut dire que le mont redeviendra à peu près une île. Et au lieu de 30 à 50 vives eaux par an, on en aura 150. On peut dire que le mont redeviendra une île. Merci Gérard Delmas, vous êtes l'auteur du livre, je le rappelle, Le Mont-Saint-Michel, qui a été publié aux éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux. À lire également Entre ciel et mer, Le Mont-Saint-Michel, de Jean-Paul Brighetti, réédité chez Gallimard Découverte, ainsi qu'un hors-série de la revue Les Cahiers de Sciences et Vie, intitulé Les monastères et le Mont-Saint-Michel, en kiosque jusqu'au 5 janvier prochain. Vous avez pu entendre un extrait du film Duguesclin de Bertrand de Latour, ainsi qu'un extrait de l'émission Des Racines et des Ailes, dirigée par Patrick Charles et diffusée sur France 3 le 19 novembre dernier. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard, Hervé Evano et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Comilac.